Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 10e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Comme chaque lundi, l'actu est riche et variée comme vous allez le découvrir à travers le sommaire avant de découvrir nos invités. Premier tournoi international de Vovinam, Viet Voda à la coupole Mohamed Boudiaf. La Sûreté nationale domine la compétition en remportant 12 titres. Réunion Club Volleyball, ministère de la Jeunesse et des Sports, le DG des Sports promet un retour à la compétition très prochainement. Basketball, le GS Pétrolier concède son second revers de la saison et le Wydad de Boufalik affiche ses intentions de remporter le titre. Et puis on parlera handball, le CRB Barqi renoue avec le succès et Lycée Ouarkla impose son diktat à Tejnant. Voilà, sans oublier le vibrant hommage consacré à l'une des figures du sport et du judo algérien, à savoir Mustapha Mabed, qui nous a quittés récemment, il y a de cela un mois, l'hommage du FOREPS, le Forum de l'éducation physique et sportive. Vous venez de découvrir donc le sommaire, place à présent à ceux qui font l'émission, notre consultant et nos invités. Le plaisir d'accueillir aujourd'hui un habitué, 52 chrono, l'ex-directeur général des sports au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il était déjà également DGS, directeur de la Jeunesse et des Sports au niveau de la Wilaya d'Alger, Monsieur Mokhtar Boudina, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Monsieur Boudina, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous et également l'actuel secrétaire général de la Fédération algérienne de Vovinam Viet Voda, Azdine Brazza. C'est un réel plaisir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et voilà, une connaissance également, Nordine Hanni, notre consultant qui a donc aujourd'hui, qui nous a dit de présenter tout d'abord les invités avant de retrouver. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. La raison est toute simple, c'est qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir en face de moi deux vieilles connaissances. Je dis bien deux vieilles connaissances. D'abord Mokhtar Boudina qui a été mon chef quand il était DJS, ensuite qui est devenu un ami, quelqu'un qui a beaucoup donné pour le sport algérien. Et je le dis comme ça, ça fait de la peine de voir des gens pareils ne plus être aux commandes du sport. Ouais. Quant à notre second ami, lui, je ne m'en souvenais pas, c'est lui qui me l'a rappelé. Il y a 32 ans de cela, on s'était côtoyés au net du Sindé. Donc ravi d'être avec vous, messieurs. Alors, Monsieur Boudina et Monsieur Brazza qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous venez de le découvrir à travers le sommaire, la principale thématique, c'est l'actuelle crise qui secoue un petit peu les sports collectifs, notamment le volleyball. La compétition n'a pas débuté, mais tout d'abord, on aimerait avoir des nouvelles de Monsieur Boudina. Il est en retraite, et, donc quelles sont les nouvelles de Monsieur Boudina après Monsieur Boudina est très occupé. Hein, je m'occupe utilement. Donc, je suis toujours actif. Je suis dans la création de contenu, toujours actif. Je milite dans des associations, des ONG. Donc je m'occupe assez utilement pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour la société aussi. Hein. Et quel regard vous portez actuellement en tant que retraité sur le sport d'une manière générale, le sport algérien? Je suis retraité je suis retraité sur le plan administratif. Oui. Je ne suis pas en retrait de l'actualité du sport. Oui. Il y a malheureusement des choses qui font mal au cœur. Vous déplorez? Je déplore. La première des choses que je déplore, c'est tout le travail qu'on avait fait pour stabiliser le sport national, notamment les crises qui ont secoué le sport national, le mandat 2009-2012. On a quand même réussi à stabiliser pour les fédérations. Ils ont fait un mandat, mais après on retourne le dernier mandat, on retourne malheureusement à la case départ, parce que tout simplement on se trompe de cible. On ne règle pas les problèmes du sport en s'attaquant aux hommes. Il faut aller en profondeur, voir les véritables problèmes. Malheureusement, il est plus facile de gommer ou de dégommer quelqu'un. On est dans l'instant, on est dans l'événement, oui. Dans l'événementiel, on n'est plus dans la prospective, on n'est plus dans la planification, on n'est plus dans la régulation, on n'est plus dans l'affirmation de l'autorité. L'autorité aujourd'hui, surtout à un certain temps, s'est mise au même niveau que les associations, s'est mise à négocier
alors qu'il y a des choses qui sont sacrées, qui ne sont ni négociables, ni qu'on ne peut pas mettre sur la balance. Ça me désole. Peut-être que je suis vieux jeu, peut-être que j'ai une culture de l'État parce que j'ai travaillé avec les gens qui m'ont inculqué cela. C'est vrai, peut-être que je suis en décalage, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est des choses... Bon, les faits me confortent parce que les résultats sont catastrophiques. Soyez rassurés, Monsieur Boudina, vous n'êtes pas vieux jeu. D'ailleurs, les meilleurs techniciens algériens vous citent souvent comme un modèle de réussite du cadre algérien. On vous a invité pour donc l'actualité, ce qui fait l'actualité et surtout cette crise qui secoue le volleyball algérien. 5 reports de suite, on va en parler bien évidemment. Mais tout d'abord, on va commencer avec ce qui a fait l'événement durant ce week-end, le premier tournoi, Monsieur Braza, de Vovina Vitvuda, premier tournoi international organisé ici à Alger à la Coupole Mohamed Boudiaf. Oui, c'est la première édition. Très bien. Le tournoi, on l'a surnommé le tournoi de la ville d'Alger. Voilà, un tournoi de la ville d'Alger. Il y avait 8 pays qui ont participé. Quand même, c'est beaucoup. Il y avait 2 pays européens. Il y avait la Belgique avec la Roumanie. Oui. Il y avait l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Liban, l'Italie et éventuellement l'Algérie. Et au préalable, vous avez réussi à installer confortablement cet événement dans le calendrier de la Fédération internationale. Exactement. On a discuté avec le président de la Fédération internationale, il était avec nous. C'est-à-dire, il nous a promis de la programmer, c'est-à-dire tous les ans. Oui. Et les pays ils vont être augmentés automatiquement. Il va avoir, c'est-à-dire il va appuyer la Corée pour avoir minimum 15 pays, voilà. Très bien, 15 pays, c'est l'objectif de la fédération. Voilà. Et l'autre objectif, c'est la fin décembre, il y aura les championnats d'Afrique. Avant de parler des championnats d'Afrique, on va revenir en image, si vous permettez, sur cet événement. Le premier tournoi international de Vovina Vitvuda, avec une domination algérienne, 19 titres sur les 20 mises en jeu. Et la Sûreté nationale qui s'est taillée la part du lion avec 12 titres, 12 médailles d'or. 12 médailles d'or, effectivement. Allez-y, oui. Au total, on a récolté 69 médailles. Ouais. Généralement, ça se joue médailles entre or, argent et bronze. Et M. Djouadj, qui a été élu également, c'était en marge de cette compétition. Voilà, il a été élu en tant que président de l'Union arabe. Voilà, il y avait quand même 9 pays. 9 pays qui ont participé à cet important événement. Il y avait l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Soudan, le Yémen, Libya, la Jordanie, l'Égypte et le Liban. Et tout cela en présence du président de la Fédération internationale, le Vietnamien Mai Yun Tin. Voilà, exactement. Voilà, les impressions laissées par sa présence surtout. Non, surtout, ce qui l'a impressionné, c'était la coupole. La première journée, la coupole, elle était pleine. Il ne s'attendait pas. Voilà. C'est-à-dire que la semaine passée, il nous a promis de venir, bien qu'il préparait le championnat du monde. Il nous a promis de venir. Il est venu pour une journée. Et c'est moi qui l'ai ramené de l'aéroport. Il a fait 30 heures pour arriver à Alger. Avec les... Je ne m'attendais pas, franchement, quand il nous a dit 30 heures entre l'escale et la course, c'est vraiment... c'est énorme. C'est énorme, voilà. Voilà, et donc il a honoré de sa présence. Nordin Hani, vous êtes notre consultant. Un avis sur cette discipline qui progresse et dont l'aventure a débuté en 2001. Écoutez, c'est toujours un plaisir d'abord de voir que l'Algérie organise des compétitions internationales, chose qui se fait rare de nos jours. C'est bien d'avoir à parler de choses qui se déroulent vraiment sur le terrain.
Ces derniers temps, on a beaucoup plus parlé de choses qui se déroulaient en dehors des terrains. Donc c'est bien quand on a une discipline qui est quand même représentative. Les sports de combat ces derniers temps ont montré qu'il y a quand même de l'engouement, il y a de l'intérêt et ils savent aller toucher du doigt donc les fédérations internationales qui leur donnent de plus en plus de compétitions et c'est une bonne chose pour ces disciplines. Monsieur Boudina, qui était il y a quelques années de cela directeur général des sports au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, a certainement encouragé cette discipline dans sa belle aventure et surtout... Oui, surtout qu'elle était portée par des gens qui étaient volontaires. Oui. Et des gens qui aiment cette discipline. Quand les gens s'identifient à ce projet, les chances de réussite sont nombreuses. M. Douad a fait de la création de la fédération sur son cheval de bataille. Il n'a pas eu la chose facile parce qu'il y a eu beaucoup d'altermoiements, même à notre niveau, au niveau du ministère, pour agréer la fédération. Finalement, le résultat est là. Moi, je voudrais rebondir par rapport à ce tournoi qui est le tournoi de la ville d'Alger. Voilà quelque chose qui se perd. Alger, je me rappelle, en étant d'IGS en 1997, la situation financière n'était pas meilleure, donc l'argument financier ne tient pas la route. On avait 14 événements qui faisaient partie de l'identité algéroise, c'est-à-dire la ville d'Alger avait 14 événements internationaux. La nuit des arts martiaux, le meeting de natation, le meeting d'athlétisme, le marathon. Et le marathon. Il y avait 14 compétitions internationales. De la ville d'Alger. De la ville d'Alger. Bon, ça fait partie de l'identité d'Alger, ça fait partie de... Mais ça permettait à nos athlètes, à nos capacités d'expertise en matière d'organisation, de maîtriser les rouages et les techniques Dans une époque où il n'y avait pas autant d'argent. Non, il n'y avait pas autant d'argent. La question d'argent, l'argent existe, mais il faut savoir le chercher. L'argent existe, il faut savoir le chercher. On ne peut pas rester rester le doigt dans le nez et attendre que l'argent tombe. Ça, il faut faire un effort. Ça va de soi. Oui. Alors, vous êtes avec nous donc pour parler de cette crise et éventuellement s'il y a des solutions à cette crise de la discipline de volley-ball. Vous avez vécu les différentes époques du sport algérien et les différentes réformes. Depuis quelques années, les clubs se plaignent du manque du nerf de la guerre, les finances. Et cette fois-ci, c'est vraiment le ras-le-bol. Comment vous vivez cette situation? Non, je ne pense pas que ce soit le ras-le-bol, parce que de toutes les façons, en 2012, quand j'ai pris mes fonctions, le premier problème qu'on avait, c'était ça. C'était les 3 fédérations qui menaçaient d'arrêter la compétition, les 3 fédérations handball, basket, volley. Donc, j'en conclus 6 ans après que le problème n'est pas un problème d'ordre conjoncturel, c'est un problème d'ordre structurel. Et un problème d'ordre structurel, il faut apporter des solutions en profondeur, c'est-à-dire agir sur les causes et non pas sur les conséquences. Aujourd'hui, le manque de financement de ces disciplines, les problèmes qu'elles sont, elles sont les conséquences, elles ne sont pas les causes. Les causes sont à chercher. Bien sûr, il n'y a pas une solution miracle pour ce problème. Il y a plusieurs solutions à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a une solution qui relève il y a des solutions qui relèvent de la fédération, comme les systèmes de compétition. Et il y a des solutions qui relèvent des présidents de clubs parce qu'il faut instaurer au moins un système de fair play financier pour qu'il n'y ait pas de la surenchère, parce que les clubs sont sur des niveaux d'inégalité financière. Il y a des problèmes qui peuvent être apportés par des collectivités locales. Il y a des problèmes qui sont endogènes, c'est-à-dire des solutions qui peuvent être apportées par les présidents de clubs eux-mêmes et par le président de fédération. Vous savez, regardez, allez-y sur le site de la fédération de volley par exemple. Ils n'ont même pas de site, ils n'ont pas de visibilité. Vous allez sur le handball, c'est la même chose. Le volley, ils ont depuis quelques années... C'est un site qui est squelettique. C'est un site qui est squelettique. Vous comparez avec le site de la fédération. En matière d'information, on est bien servi concernant les résultats. Ce n'est pas une question d'information. Oui. Vous savez, un président de fédération, un président de club, c'est d'abord un chef d'entreprise. C'est très simple. Que ce soit pour le sport ou pour les autres spectacles, c'est la même chose. Il faut une combinaison de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, un savoir-faire pour avoir un résultat. Vous savez, faites une comparaison. Le site de la Fédération algérienne de volley, il y a 0 sponsor. Le site de la Fédération tunisienne de volley, il y a 15 sponsors.
15 sponsors. En termes de visibilité, comment voulez-vous attirer des annonceurs si vous, au niveau de votre site, déjà vous êtes... Peut-être une meilleure culture de sponsoring en Tunisie que non, chez le problème, ce n'est pas une culture du sponsoring. Le problème, c'est la culture managériale. Et c'est ça qui manque. Au niveau de la fédération, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui sont... des facteurs qui, c'est-à-dire négatifs, qui peuvent influer négativement sur l'évolution, par exemple les droits à l'image. Nous n'avons pas un paysage médiatique, un paysage audiovisuel assez étoffé, en dehors des entreprises de l'ENTV, qui reste quand même le meilleur support pour la diffusion de... Les autres chaînes sont dans une situation... Donc ça, en termes d'image, il est très difficile de... Deuxièmement, la structure elle-même des fédérations et des clubs. Vous n'avez aucune gouvernance. Le projet, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on cherche des financements, mais on ne s'organise pas de manière à chercher des financements. Avant-hier, on regardait un match qui drainait beaucoup de monde. Il y avait zéro annonce sur un match qui était explosif entre le Boufarik et notre club de basket. Il y avait zéro annonce, aussi bien sur le tapis que zéro annonceur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas du problème que le ministère doit régler. Ça, c'est pas le ministère, ça, c'est à la fédération de faire le boulot, c'est au président du club de faire le boulot. Mais quand vous êtes dans la semi-clandestinité, vous n'aurez jamais un sponsor. Ensuite, le sport aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde du sport? On regarde plus la violence, plus on parle de corruption, de dopage, etc. Ça ne donne pas l'envie à des chefs d'entreprise d'associer leurs produits, leurs services. Donc, d'après vous, le sponsoring serait la seule solution au problème financier? Le sponsoring peut aider. Parce que l'État ne peut pas financer sur fonds propres, sur deniers publics et à fonds perdus toutes les activités sportives. Ce n'est pas parce que vous créez un club sportif que l'État est obligé de vous financer. Non, c'est pas une obligation. La moyenne, en général, les pouvoirs publics prennent à peu près 30%. Ceux qui manquent, les 70%, il faudrait que les clubs sportifs... La mesure, pourquoi je vous dis que c'est un problème d'ordre structurel? Ce sont des clubs dont il y a une surenchère sur la masse salariale, par exemple. Il y a 80%, 90% de leurs charges sont dues au salaire. Les salaires moyens entre les trois sports, c'est entre 100 000 et 200 000 dinars. Écoutez, il faut avoir les moyens de sa politique. Et parfois c'est plus, hein. Ensuite, ils ont un statut de CSA, club sportif amateur, pour lequel il est interdit de donner des salaires. Il y a, c'est vrai, cette histoire d'indemnité, mais bon, même l'indemnité, elle est cadrée. De contourner un petit peu le... Oui, mais même l'indemnité, elle est encadrée sur le plan juridique. Les clubs aujourd'hui, ils demandent à la tutelle de provoquer une réforme, ou bien impliquer les entreprises, les grandes entreprises, à s'intéresser aux autres sports, comme le fait la Sonatrach pour le GSP. Est-ce que c'est une juste démarche? Non, ce n'est pas une juste démarche. Une entreprise est par essence libre dans la décision qu'elle prend. Sonatrach, je peux vous assurer que Sonatrach, ce n'est pas le ministère qui a demandé à Sonatrach de s'engager. Et le ministère ne peut pas demander aux entreprises de le faire. Il faut que ça soit fait par le gouvernement. Et encore, je vous dis, pour quelle opportunité? Nous avons vécu une crise, la crise de 1990. En 1989, l'État a dû céder les structures sportives, les instances sportives, aux institutions civiles, comme on appelle les associations, parce que vous ne pouvez pas demander à une entreprise de faire un équilibre financier, par la suite vous lui demandez de prendre en charge une équipe, quelque chose qui n'est pas rentable. Non, c'est pas une solution. Il y a une multitude de solutions. Et la solution, par exemple, c'est de ne plus créer des associations, de ne plus financer des associations multisports. Que pour les sports collectifs, par exemple, qu'il y ait une seule section. Ça permet déjà de quantifier, de valoriser la demande, ça permet de quantifier le nombre de licenciés, ça permet de faire les orientations. À la fédération, il est demandé de revoir le système de compétition.
Vous pensez bien que Ouargla ne peut pas tenir le coup en handball quand elle doit se déplacer sur Annaba ou sur Kebsat, alors qu'il y a des clubs à Alger, par exemple, il y a 5 ou 6 clubs, c'est quand même des dépenses en moins. C'est ce qu'a l'habitude de dire. Il y a un certain nombre de paliers, de niveaux de décision qu'il faut prendre. Mais il n'y a pas une seule décision. Le sport, aujourd'hui tel qu'il est conçu, c'est vrai qu'il est à la charge de l'État parce qu'il y a les dépenses, la prise en charge financière, mais il y a la prise en charge des cadres, et il y a la réalisation des infrastructures, et il y a leur entretien, ça a un coût. Ça a un coût. Après, il faut aussi ne pas oublier une chose, que quand on vient au sport, quand on crée une association, personne ne vous oblige. C'est un travail volontaire, bénévole. Maintenant, à vous, effectivement, les autorités peuvent vous aider. Et je veux juste finir pour dire que, effectivement, par exemple, la dernière réunion contre le ministère, il y a certaines solutions qui peuvent être trouvées au cas par cas. Mais ça reste quand même toujours dans le domaine du conjoncturel. Très bien. Et ce sont des disciplines qu'il faut prendre en charge dans un cadre structurel, dans un cadre organisationnel, définir. D'après vous, il faut commencer la compétition ? Oui, bien sûr. De toute façon, la compétition va commencer parce que chaque fois ça a été le cas. Mais c'est un problème récurrent. L'année prochaine, on va se retrouver avec le même problème, surtout dans une conjoncture économique qui n'est pas très très favorable. Monsieur Berti, l'actuel directeur général des sports, dit que c'est sur la bonne voie. Nordinani. Écoutez, il le dit, mais est-ce qu'ils vont trouver des solutions? Je pense que M. Boudina a dit ce qu'on a l'habitude de dire. Je suis très content de son discours parce qu'il parle des présidents de fédération qui sont responsables de la situation, qui ne font rien pour essayer de trouver... Vous savez qu'il y a des matchs de handball qui sont télévisés et la fédération ne touche rien. Absolument. Et on accepte cela. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal qu'une chaîne de télévision, je ne vais pas la citer, programme toutes les semaines un match de hand et le club qui joue, qui fait le spectacle, qui fait l'image, ne touche rien. Parce qu'on veut être en bon terme avec cette chaîne de télévision. Il faut imposer cela. Si vous voulez avoir les images de mes matchs de handball, il faut payer. C'est la même chose pour le volley, c'est la même chose. Management, comme absolument. Vient de dire monsieur pour les systèmes de championnat, je suis totalement d'accord. Pourquoi les systèmes de championnat ont augmenté le nombre? On l'a toujours dit, c'est parce que chaque équipe, c'est une voix dans l'urne. Ouais. Donc plus on a d'équipes, et puis vous pouvez pas. Et puis en 90, il y a eu la fin de la réforme. Il n'y a pas une solution de rechange tout de suite après la réforme. Et le sport est parti tout seul. Il est devenu professionnel sans être professionnel. Maintenant, vous avez dans les troisièmes divisions, les gens sont payés. Alors qu'avant, je le redis, à l'époque de la réforme, il y avait par exemple en handball 8 équipes qui jouaient le championnat et on donnait des indemnités. Et c'était le I. Et après, c'était en fonction de la participation de l'équipe nationale que les salaires augmentaient. Ce n'était pas des salaires, c'était des indemnités. C'était bien géré à l'époque. Et vous parlez, juste pour terminer, pour le volleyball. Le volleyball, eh bien, il faut savoir qu'il y a des salariés au volleyball. Donc si le championnat ne débute pas, est-ce qu'ils vont être payés, ces joueurs? Est-ce qu'ils vont être mis à la rue? Mais il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça, comme vous venez de le dire. Vous venez de parler de handball, on y reste pour parler de la participation algérienne. On va revenir en tous les cas sur la thématique consacrée à la crise financière des clubs de volleyball. Les Algériennes, l'équipe, le 7 féminin algérien qui s'est incliné donc, face à l'Angola hier en quart de finale. Il s'est donc éliminé de ce stade de la compétition avant de retrouver aujourd'hui l'équipe du Congo. Le match s'est joué à 15h, match de classement entre la 5e et la 8e place. Un match qui s'est terminé il n'y a pas longtemps donc avec la victoire du Congo, donc une autre défaite pour notre équipe nationale, 24-22, même si le score n'est pas large entre les deux équipes, mais ça montre un petit peu la déception que doivent avoir ces filles qui auraient voulu faire beaucoup plus. Bon, l'Angola, c'est une équipe qui est intouchable, tout le monde le sait, c'est une équipe qui se prépare depuis 15 ans, qui vise les championnats du monde, qui n'est plus sur le toit de l'Afrique, qui a dépassé le toit de l'Afrique, mais 47 à 41 à 17, c'est quand même un score
qui veut dire beaucoup de choses. C'est dommage, une équipe qui est partie sans préparation, il faut le rappeler. Ils sont partis sans jouer aucun match de préparation. On les a regroupés un mois avant la compétition, alors qu'elles étaient, ça fait 3 ans qu'elles sont en hibernation. Et on nous dit que c'est le noyau futur. Il faut arrêter de parler comme ça. Le noyau futur, il fallait le préparer il y a longtemps. Quand le président de la fédération dit oui, cette équipe, dommage, ça fait 3 ans qu'elle est en hibernation. Mais cette fédération, ça fait plus d'1 an qu'elle est en activité. Elle a été donc en hibernation du temps de l'activité. On aurait dû lancer l'équipe. Mais bien sûr. Équipes, hein, et puis, j'espère me tromper. Juste après les championnats d'Afrique, elle va retourner en hibernation. Alors, c'est un excellent repère, 41-17 face au tenant du titre. Ben, écoutez, c'est un excellent repère pour dire qu'on n'a pas travaillé, qu'on a régressé. L'Angola, on perdait avec l'Angola, mais jamais par des scores pareils. On perd contre le Congo, on a battu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on savait que c'était une équipe à notre portée. Les gens parlent de la Tunisie. La Tunisie, pour la première fois, n'ont pas fait de préparation, les Tunisiennes. Elles se sont regroupées. D'ailleurs, il y a du bruit du côté de la Tunisie. Pourquoi les Tunisiennes se sont regroupées comme les nôtres un mois avant? Donc elles ont payé aussi, les Tunisiennes. Ils ont perdu face aux Congolaises de la RDC 37-30. Absolument. Donc regardez un petit peu. Tu vois, si on ne travaille pas, notamment en handball. Le handball, c'était une discipline qui donnait beaucoup de satisfaction en Algérie. Chez les messieurs, mais même chez les dames, on a été plusieurs fois au championnat du monde. On a fait des championnats, les Jeux africains 78. Il y a eu une équipe du NED, qui a été vice-championne d'Afrique ici à Harsha. Donc il y avait des traditions qui ont totalement disparu. Maintenant n'importe qui peut nous battre. En garçon, le Gabon. Moi, si on m'avait dit il y a quelques années que le Gabon un jour allait battre l'Algérie, j'aurais dit il est malade de parler comme ça. Et pourtant c'est arrivé. Et les causes, c'est tout ce qu'a dit M. Boudina. Voilà, et vous avez résumé un petit peu les gosses. Vous êtes technicien et lui, un ancien directeur général des sports. Il parle avec les tripes à chaque fois qu'il... Oui, mais il faut des gens comme... Vous savez, moi j'ai l'avantage de parler avec beaucoup de détachement. Je ne suis pas un acteur du sport. Moi, je suis derrière, je suis peut-être du mauvais côté de la barrière. C'est-à-dire du mauvais côté du sport. Moi, c'est en amont. Oui. Mais ce sont les passionnés du sport qui font avancer les choses. Et c'est pour ça que moi, je plaide pour qu'il y ait une séparation réelle entre ce qui reste du délibératif et du technique. Il faut rétablir les structures techniques dans leur souveraineté. Le Collège technique national, la DTN, pour que ces perturbations, par exemple, quand on fait un programme pluriannuel, il est opposable quand on fait une planification technique pluriannuelle par le collège technique, par exemple, par la DTN, il est opposable à tous les présidents, fût-il des présidents qui changent chaque mois. Il faut simplement, encadrer ça pour que les techniciens, les véritables techniciens du sport, ceux qui sont dans le fassent le travail dans une perspective. Et fasse partie de l'Assemblée Générale également. Non, mais c'est pas ça le véritable débat. Le véritable débat, c'est de leur permettre d'évoluer, d'avoir la souveraineté de la décision technique en dehors des structures électives qui, elles, très souvent, parasitent le travail des techniciens. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas tellement le pantouflage qu'il peut y avoir entre le technique et l'administratif. Simplement, pour les techniciens, il faut demander de la compétence technique, mais pour ceux qui gèrent la fédération, il faut demander des compétences managériales. Quelqu'un qui est là, comme un bon manager pour un bon technicien. Oui, un manager, c'est quelqu'un, c'est quoi? Vous savez, monsieur Nordineni est un entraîneur et il entraîne les petites catégories. Il a une perspective de les mettre sur les Jeux olympiques de 2024. Il faudra que le président de la fédération ou alors le bureau de la fédération se mette à son service. Ils appliquent pas le contraire. Ben, jamais. La légitimité technique, c'est qui? Le sport, c'est qui? C'est le technique. Et là, je voudrais rebondir sur une chose. Qu'est-ce qui pose problème chez nous? Il pose problème que le projet économique du sport n'est pas maturé. Le projet économique, c'est-à-dire, vous savez, quand aujourd'hui on parle, par exemple, de club de football, et c'est une entreprise, c'est une SSPA, ou une heure, ou une salle, c'est une entreprise économique. Le projet économique n'est pas viable. Et forcément, quand le projet économique n'est pas viable, il se répercute négativement
sur le projet sportif. Donc il faut qu'il y ait une séparation franche entre les uns et les autres pour permettre, par exemple, au projet sportif d'évoluer sans que les atermoiements ou alors les accidents que pourrait connaître la gouvernance puissent influer négativement. Et c'est ça notre drame. C'est ça le drame du sport algérien. Si tu me permets, juste rapidement pour passer à l'actualité. Quand vous parlez avec les présidents de fédération, vous dites pourquoi il n'y a pas un programme, pourquoi les équipes nationales sont en hibernation. La réponse est nous n'avons pas de moyens. Mais c'est pas normal. Dans les années fastes du handball, c'était les mêmes moyens, peut-être moins. Peut-être moins. Donc c'est un problème de gestion, c'est un problème rationnel. De recherche. Si vous attendez que l'État vous donne de l'argent, il ne faut pas rester au niveau d'une fédération. Alors, la 9e journée de la division Excellence, le débat est passionnant, chers messieurs. Et donc la 9e journée, on va commencer par un match qui s'est déroulé à Mila, le CRB Mila qui a accueilli l'IC Ouargla. Et encore une fois, Ouargla qui est allé damer le pion à cette équipe. Qui est en bonne santé, il faut le dire, l'équipe de Ouargla. Elle a une bonne santé financière, tout d'abord. Surtout. Donc, une bonne santé financière. Elle a été prise en charge par une société donc, pétrolière du Sud. Ils ont pu avoir de l'argent. Donc, ils ont pu ramener des joueurs. Parce que maintenant, on ne forme plus, on achète des joueurs. Ça aussi, c'est un gros problème. Ouargla peut être première cette année, peut disparaître l'année prochaine si la société se sépare d'elle. On a l'exemple de Batna, l'exemple de Biskrap qui ont été champions d'Afrique, qui ont disparu. Ça aussi, c'est un grand problème. Quoi qu'il en soit, dans ce championnat, Ouargla ramène un peu de piment. Donc, ils n'ont perdu qu'un seul match. Ils ont gagné tous leurs matchs. C'est une bonne chose. C'est une équipe qu'on va retrouver au niveau des playoffs, face à une équipe de Mila qui essaie, elle aussi, donc, de faire dans la formation, mais qui n'a pas les mêmes moyens et qui, cette année, est en régression. 6e au classement, l'équipe de Mila. On quitte le groupe B pour le groupe A et Berqi qui renoue avec le succès. On va le découvrir à travers ce reportage signé Wahiba Belhoua, CR Berqi, ES Arze. L'Espérance d'Arze, qui accueillera prochainement les championnats arabes des clubs, a été reçue par le Shabab Riyadi de Berqi, privé de 4 joueurs titulaires blessés. Le Shabab Berqi, qui reste un adversaire redoutable, a rencontré des difficultés à imposer son rythme, malgré l'écart creusé en sa faveur au début de la rencontre. L'Espérance d'Arze réussira à se rattraper et réduire l'écart grâce à l'efficacité de Raouf Khentesh, le buteur de l'équipe. Du côté de Berqi, Abdelraouf Djellabi s'est illustré en inscrivant plusieurs buts. À la fin de la première mi-temps, le tableau affichera un score étriqué de 14-12 pour Berqi. يعني في بداية المقابلة سهلنا المقابلة لينا في الأول ولكن فريق أرزيو يعني قدم مستوى جيد في الشوط الأول في الشوط الثاني يعني صعدنا من نسق. L'expérience des joueurs de Berqi a fait la différence en deuxième mi-temps. L'écart commence à se creuser de 2 à 5 buts. Tâche des joueurs de l'Espérance d'Arze se complique après la perte de plusieurs balles en attaque. Par contre, l'intégration des remplaçants dans l'équipe de Berqi sera fructueuse à l'image de Youssef Houti, Abdelmalek Foudil et le gardien Samir Gemmari. أنا معايا دي جارديا كبار راني نتعلم منهم هما اللي جابوا كوب دافريك 2014 هنا في لاجيري عندي ثقة في نفسي وثقة في الانطينر تاعي وثقة في صحابي وراني نتعلم منهم وإن شاء الله ندير واش داروا هما. Berqi gagne la partie sur le score de 28 à 19 points. La fin de la rencontre a été marquée par la blessure d'un joueur de l'Espérance d'Arze suite à un jet de fumigène. Est-ce une manière de fêter la victoire ? Première mi-temps, on a bien joué. On a fait beaucoup de difficultés pour l'équipe Berqi. Mais deuxième mi-temps, on peut dire que la différence du poids, la différence de l'expérience. وحنا الهدف الاول والرئيسي لنا هو ضمان البقاء في القسم هذا لموسم ثاني على التوالي وان شاء الله هناك تحضيرات كبيره ان شاء الله للبطوله العربيه. En première mi-temps, on a trouvé beaucoup de difficultés, surtout en défense. On n'était pas présent physiquement en défense. Mais en deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup mieux passé. Surtout l'intégration de certains joueurs juniors qui ont répondu présents et tant mieux pour l'équipe.
Ah, tant mieux pour l'équipe et victoire de Baraqi, 28 points, 28 buts à 19 face à l'ES Arzew. Et on vient de voir un petit peu les jets de fumigène qui ont failli être fatal à un joueur qui a pris part à cette rencontre. Et on passe au match suivant entre El Biar et le GSP, un derby, on va dire, algérois déséquilibré, Nordinen. Absolument, donc très déséquilibré entre les deux équipes. Pourtant, la première mi-temps laissait nous donner une autre image. Ces deux équipes qui ont commencé avec deux systèmes défensifs alors très serrés. Le MPA, le GSP, je pense, a dû marquer vers la 7e ou 8e minute son premier but. Et donc, à la 15e minute, on était à 3-3, une première mi-temps très serrée. En seconde mi-temps, la profondeur du banc au niveau du GSP qui a beaucoup plus d'éléments, alors qu'El Biar est une équipe jeune qui est en pleine préparation, donc sous la conduite de Draoussi Abou Sofiane, n'a pas pu tenir en seconde période et donc la victoire a été logique pour le JSP. Et là, je reviens, puisqu'on est en train de regarder les images, pour vous dire les différences. Regardez, 10 buts d'écart entre El Biar et JSP, 10 buts d'écart entre Baraqi et Arzew. Ça ne va pas faire avancer le handball. C'est deux niveaux totalement différents qui sont dans un même palier. Et c'est là ce que disait M. Boudina pour revoir les systèmes de compétition. 24-14, c'est le score de cette rencontre. On va écouter l'entraîneur du GS Pétrolier Reda Zghili ainsi que Sofiane Draoussi, l'entraîneur du handball club d'El Biar. Toujours à votre micro, Nordinani. Moi, je dirais que notre objectif de chaque match, essayer de gagner. Alhamdoulilah, on a gagné. Il y avait le fair play, les deux équipes. Je tiens à féliciter l'équipe d'El Biar. Et là, nous, on essaye de récupérer certains joueurs, je dirais des titulaires qui étaient blessés, juste au retour du championnat d'Afrique. Inch'Allah, alhamdoulilah, ça commence à revenir. Inch'Allah, j'espère qu'on reviendra plus fort comme on était au début de saison, Inch'Allah. Ils nous ont imposé un rythme, on n'a pas pu suivre le rythme. Comme on n'a pas beaucoup de remplaçants qui pouvaient remplacer les joueurs, et contre GSP, ça pardonne pas. Quand on rate, c'est ça. On a raté trop en première mi-temps, on pouvait les tenir en première mi-temps, et ça s'est passé de la même manière contre Baraqi, mais juste la différence, c'est que le score, il était plus large. Voilà, 24-14, c'est le score final de cette rencontre. Vous venez d'écouter Reda Zghili et Sofiane Draoussi. Les résultats avec vous de cette 9e journée de la division Excellence. Comme on l'a vu, El Biar a perdu face au groupement sportif des pétroliers 24-14. Ain Touta continue son bonhomme de chemin, aucune défaite. C'est une surprise cette année pour Ain Touta qui s'est bien renforcé, qui bat cette fois-ci Chelrom El Aid 28-23. Baraqi a écrasé Arzew 28-19. Et donc Ain Touta est première au classement alors que Chelrom El Aid ferme la marche. Dans le groupe B, Ouergla toujours donc en tête avec cette victoire face à Mila 23-18. Le Mouloudia de Saïda a perdu chez lui, rien ne va plus pour Saïda face à Borj Bouareg 18-17. Tejnen a été battu sur le fil par la GS Skikda à domicile 18-19. Et l'OM Annaba a battu l'Olympique d'Eroued 30-24. Une bonne nouvelle donc pour le retour de Annaba en National 1. Lycée Ouergla est première avec 16 points, alors que Tejnen ferme la marche avec 3 points. Merci beaucoup Nordinani pour ce tour d'horizon en handball. Avant de passer au basketball, petite transition et se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Voilà, en parlant d'olympisme, sachez que le comité olympique algérien organise une journée de dons au profit du musée olympique algérien, donc demain
le mardi 11 décembre à 10h au musée olympique qui se trouve à Sidi Mohamed. C'est en face de la salle Harsha. Voilà pour ce qui est du handball et de l'olympisme. Avant de parler basket, juste on s'arrête sur cet hommage organisé par le Forum des éducateurs sportifs, le FOREPS, en hommage à une figure emblématique du judo algérien que vous connaissez parfaitement bien, Monsieur Boudina. Il a travaillé, il a collaboré avec vous lorsque vous étiez directeur de la jeunesse et des sports. C'était mon premier collaborateur en 1988 quand j'étais DJS. Il était président de la Ligue, il était chef de bureau au niveau de la DJS d'Alger en 1988. C'est un vrai militant du sport. C'est un militant comme il y en a très peu. C'est quelqu'un qui croyait en ce qu'il faisait et puis qui aimait ce qu'il faisait. Je pense que ce sont ces gens-là qui, dans le sport, a le plus besoin. Et vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Oui. Et l'émotion qu'on va retrouver, on va retrouver cette émotion à travers ce reportage que nous a préparé notre amie Sofiane Hamoudi, donc hommage du FOREPS, en hommage à Feu Mustafa Mabed. La famille du judo algérien était présente lors de la cérémonie d'hommage qui a été rendue à Mustafa Mabed, considéré comme le doyen du judo algérien, décédé dernièrement et dont la disparition a laissé un grand vide au sein de sa famille et celle du judo algérien. Mustafa, c'est que c'est un père exceptionnel, c'est une personne exceptionnelle. Dans tout ce qu'il fait, il est exceptionnel. Mabed Mustafa a vraiment souffert les derniers temps. Et je pense que là maintenant, là où il est, il se repose. Il est en paix. Inch'Allah, on saura reprendre le flambeau et on honorera sa mémoire. Mustafa, je l'ai connu il y a assez longtemps, ça fait quand même environ 35 ans. Il était venu en Guinée-Bissau au cours d'une mission sportive algérienne et à l'époque, il venait de se fiancer. C'est à ce moment que je l'ai connu. Moi, j'étais déjà marié. Et quand il est venu à Bissau, on l'a reçu à la maison, on a fait connaissance. Et depuis lors, on est ensemble. On a toujours été ensemble jusqu'à ce dernier moment. C'est un grand homme qui s'oublie. C'est un grand homme. Il est grand par son humilité, par le fait qu'il n'a jamais voulu dominer les autres. Il leur a donné les moyens pour se dominer. Ça a été un énorme éducateur. Et si je devais définir Mustafa est un éducateur que nous avons perdu, un éducateur hors pair. Aujourd'hui, le maire d'El Harrach a fait savoir à l'assistance que cette sac portera son nom, Mustafa Mabed. Lors de cette cérémonie, un kimono a été remis au directeur du musée olympique algérien. Un type qui a pu créer des pôles de développement et surtout il a créé un pôle de développement au niveau d'Alger. C'est la salle El Harrach, GCH. C'est un type qui voit loin, il ne voit pas d'où son nez, il voit loin, il est à jour du judo mondial. Plusieurs fois, il me conseillait, il me donnait des idées fructueuses pour cette discipline. On peut dire, pour nous, c'est une perte. Il avait écrit le premier article de ma carrière, l'un des premiers articles de ma carrière. Et il m'a toujours soutenu, il m'a toujours épaulé, il m'a toujours bien conseillé. Et nous, aujourd'hui, on a perdu un des doyens du judo national. C'est le père spirituel de tous les judokas. Donc voilà, aujourd'hui, on a le devoir de reprendre le relais, de continuer le travail qu'il avait si bien fait. Il nous a servi vraiment de guide, il nous a servi de conseiller, il faisait très attention.
Le club, c'était presque sa deuxième famille. Je peux dire sa deuxième famille, peut-être sa première famille, où il a eu peut-être des petits problèmes avec sa famille à l'âge du judo. C'est ça, il l'a eu dans le sang. Très jeune, Mustapha s'était orienté vers le sport le plus pratiqué en Algérie, le foot. Mais Mustapha a décidé de donner une autre orientation à sa carrière sportive et s'est orienté vers le judo qu'il a pratiqué assidûment avant d'embrasser la carrière d'entraîneur où il allait révéler des qualités exceptionnelles d'éducateur. Des centaines de jeunes qui se sont illustrés sur la scène nationale, continentale et mondiale, aujourd'hui présents dans la salle, ont vraiment décidé de suivre le même combat que Mustapha Mabed. شهادتي كرياضي نخبة متحصل على عدة ألقاب عالمية وشبه أولمبية على المرحوم بخصاله الحميدة وتقديم كل النصائح طيلة مشواره الرياضي حتى آخر نفس كان دائما ينصحني ويقدم لي نصائح لكي أشرف الراية الجزائرية. C'est une grande perte pour nous, pour l'Algérie, pour le sport en général. كما أقول لك درنا الشيخ مصطفى معبد ربي يرحمه إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله تكرر شاكاني نتمنى إن شاء الله الاتحادية الجزائرية الجيدو إن شاء الله تنظم دورة عليه اللي تكون رسمية وتكون شاكاني الذكرى تاعو باسكو كما نقول لك c'est un homme qui mérite. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a cessé de prodiguer ses conseils, se déplacer souvent à la salle malgré la maladie. Il suivait régulièrement les performances des jeunes athlètes de son club. Mustapha Mabed est parti à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui l'image d'un vrai serviteur du sport. Un homme loyal qui a fait de l'enseignement du judo son credo. Voilà, il répétait sans cesse cette chanson à ses élèves dans l'école de judo. Allah yarhamak Ami Mustapha. Moi aussi, je garderai un excellent souvenir pour avoir commenté avec lui des éditions de championnat national de judo. Je voudrais aussi, puisque l'occasion m'est offerte, de rendre hommage à l'animateur du Foreps, oui. C'est Mohamed Bardadi, qui fait un travail, qui fait un travail extraordinaire, mais qui peut faire plus si la culture de l'oubli, la culture de la marginalisation n'avait pas cours. C'est un cadre extrêmement utile pour faire avancer la réflexion sur le sport. Malheureusement, ces derniers temps, nous n'avons pas suffisamment ou pratiquement pas d'endroit ou d'espace pour réfléchir, faire avancer la réflexion sur le sport. Et le Foref, c'est un cadre par excellence et qui recèle d'énormes compétences. Rapidement, 30 secondes avant de... Absolument, donc je suis membre fondateur aussi de ce Foref, puisque je fais partie de ce groupe avec feu Mustapha Mabed, avec qui j'ai fait beaucoup de chemin. Donc, mais je peux dire qu'on a essayé de travailler au niveau du Foreps, ouais. Mais on n'était pas écoutés, on dérangeait même à un certain moment. On a essayé de se rapprocher du ministère, mais on avait ouvert à l'époque les portes pour prendre en charge les activités. C'était là où on avait créé le Foreps, mais après votre départ... le Foreps aussi a disparu. Monsieur Braza, un mot sur... oui, je le connaissais, c'était un collègue, on a travaillé ensemble. J'ai formé plusieurs champions, oui. Oui, j'y allais souvent à Al-Harrach pour le voir. C'était comme a dit Nourdine, Al-Harrach, c'était sa deuxième famille. Hein. Il a bâti le club de ses propres mains. Ah oui, hein. Le judo club, la salle, tout. Il a fabriqué de grands champions également. Non, c'est une espèce rare, très rare, et en voie d'extinction, malheureusement. Hein. Voilà. Allah yarhamou Ami Mustapha, on ne l'oubliera jamais. On va écouter Saut al-Haq et on se retrouve juste après Adan al-Maghreb sur Alger et ses environs. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu Salat al-Jami', deuxième partie du 10e numéro de 52 minutes chrono. On passe au basketball avec le déroulement de la 6e journée de la Nationale 1, messieurs, dominée par deux belles affiches, une qui s'est jouée à Haïdra et l'autre à Boufarik. Retour sur ces deux chocs de la 6e journée. Le GS Pétrolier, fébrile après le revers enregistré face au NB Staoueli, recevait le voisin Hussein D1, un autre adversaire redoutable qui a fait le déplacement pour damer le pion au tenant du titre. Les protégés de Jamal Elkik ont d'emblée affiché leurs intentions en s'offrant le premier carton 21 points à 17. La réaction des pétroliers se fait désirer. Le Nasr du Sindé, ayant atteint sa vitesse de croisière, fait mieux au second en prenant un écart confortable à la pause, 44 points à 30. Même scénario au troisième carton, l'excellent travail en défense des camarades de Belich et l'efficacité en attaque empêcheront l'adversaire d'évoluer comme à son habitude. 62 points à 43, c'est le score au buzzer du troisième carton. Et ce n'est qu'au dernier carton qu'on assiste au réveil du GS Pétrolier. Faisal Balkhouja, Mustafa Adrar tentent de renverser la vapeur. Les deux dernières minutes devenaient un réel supplice pour le Nas du Sindé qui s'impose finalement sur le fil 89-85. Un beau succès et des intentions de jouer le titre. Le match était très difficile aujourd'hui vu l'adversaire de GSP qui n'est plus à présenter. On était sûr qu'on pouvait les battre aujourd'hui.
On s'est préparé comme il faut. On a eu des blessés cette semaine, en l'occurrence Mostafa et Gizou Zaki, le numéro 5. Heureusement, on a pu récupérer Gizou. On a pris 25 points d'écart, ils ont pu revenir grâce à leur expérience. Mais Dieu merci, on a su tuer le match au moment des temps. Je crois qu'on a très mal débuté le match d'aujourd'hui. On était out, la première mi-temps on était complètement out. Même le troisième quart-temps, on n'a pas pu revenir au score. Jusqu'à, je dirais, le début du quatrième quart-temps, qu'on a augmenté les efforts et tout, on a fait de notre mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On est revenu à 2 points d'écart. Et je crois qu'on a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Il y a beaucoup de jeunes recrues et puis un nouveau entraîneur et une nouvelle philosophie. J'espère qu'avec le temps, on va s'adapter à sa philosophie. Mauvaise opération en revanche pour le GS Pétrolier qui ira ce mardi affronter le Wydad de Boufarik, un club qui a le vent en poupe. Et ce n'est pas le dernier succès large d'écart face à Sétif qui nous dira le contraire. Une affiche qui pourtant promettait du très beau spectacle. Le Wydad de Boufarik, auteur jusque-là d'un sans faute, a encore une fois confirmé sa bonne santé. L'Union sétifienne, dont l'entraîneur Djaloudi Abdeslam a été contraint de coacher à partir des tribunes, trouvera beaucoup de mal face à un 5 performant et devant un public euphorique bien décidé à accompagner son équipe vers le titre cette saison. Et contrairement à l'affiche de Hydra, celle de Boufarik a été largement dominée par les locaux, 86 points à 47. Le GSP est averti. On est le seul club au niveau national qu'on a un public chaleureux, il y a un public qui se déplace. Voilà, et bien sûr, il est exigeant parce que ça fait 16 ans, on n'a pas eu un titre, mais Inch'Allah, ما نوعدوش mais يكون فيها خير إن شاء الله. انا نظن باللي بوفاريك سي لو طومبل تاع كره السله وسي ان بليزير تشوف يعني قاعه مكتظه يعني نلعبوا كيما هكذا بصح انا نمد نصيحه للبيبليك تاع بوفاريك يعني قانونيا حنا والله ما حبينا نحبسوا المقابله يعني هذا الجمهور هذا لازم يعاون الفريق تاعو. عنده فريق ماشي بهذه الطريقه، يعني يقدروا الفريق تاعهم يخسروه. يعني انا نطلب منهم يعني انضباط ويشجعوا الفريق تاعهم في ظروف يعني خير من هذه. Voilà, sage conseil de Abdeslam Djaloudi, l'entraîneur et le président du club de l'Union sétifienne. Vous l'avez vu, le Wydad de Boufarik qui affiche ses intentions de décrocher le titre cette saison. Donc Wydad de Boufarik, GS Pétrolier, ça sera ce mardi à partir de 17h à la salle Moussa Chiref de Boufarik. Donc mise à jour du calendrier de la Nationale 1, messieurs, mais également le Nas du Sindé qui reçoit le PS El Ulma. Les résultats de la 6e journée, le Ruiba Club Basketball qui s'incline à domicile devant l'USM Alger 48-51. La Beskikda a été battue par l'IR Bourj-Bouaïl 51-68. L'OMS Miliana qui s'impose largement devant l'USM Blida 69-48. Le PSL Ulma a battu l'Olympique Batna 88-64. Le Wydad de Boufarik qui s'impose devant l'Union sétifienne 86-47. Le NB Stawali qui a battu sur le fil le CRB d'Albeda dans le derby algérois 79-78 et le GSP qui a été battu par le Nas du Sindé. Deuxième défaite pour le GSP, score cette fois-ci 85-49. L'UR Bourj-Bouaïd est seul leader avec 12 points. Le Wydad de Boufarik, le Nas du Sindé, l'USM Alger et le NB Stawali sont conjointement à la deuxième position et en bas du tableau le CSMB Ouargla, le PSL Ulma, le Ruiba Club Basketball, l'Olympique de Batna et la Beskikda sont à la 12e place du classement général. Il y a eu également le championnat féminin, 5e journée de la Nationale 1 Dames avec une affiche à Hydra, le derby algérois entre l'Olympique Club d'Alger et l'Hussein des Marines. Un match très serré qui s'est soldé sur le score de 63 points à 52. Vous allez le voir à travers les images. Très belle empoignade entre ces deux clubs algérois. L'Olympique Club d'Alger à la recherche de son lustre d'antan tente de revenir dans cette partie. Et les USNDN qui avaient les faveurs des pronostics se sont imposés malgré la résistance. Il y a eu beaucoup de
d'égalisation durant cette rencontre et les Olympiennes ont su résister, mais lors du dernier carton, ce sont les Usendéennes qui sont revenus dans la partie pour vaincre petitement 63 points à 52. Vous allez voir la réussite notamment au shoot à 3 points de la part des Olympiennes, mais l'excellente organisation du Saint-Desmarines qui a fait la différence en fin de match pour l'emporter 63 à 52. Le GSP est seul leader, ou plutôt est leader avec l'USA Batna, donc avec 10 points. Saint-Desmarines est 3e avec 9 points. L'Olympique Club d'Alger est 4e avec 7 points. Voilà pour le basketball. On va écouter à présent les impressions à chaud de Mouqran Ben Abbas, entraîneur du Saint-Desmarines, ainsi que la joueuse Sarah Lemgharbi du côté de l'Olympique Club d'Alger, au micro de Taous Lakmi. Alors pour ce qui est de match d'aujourd'hui contre l'Océa, ça n'a pas été facile, surtout en premier et deuxième quart-temps qu'on a trouvé beaucoup de difficultés. Et ça a été un match beaucoup plus équilibré, surtout au premier et deuxième quart-temps. Et on a su quand même gérer le troisième et le quatrième quart-temps d'une manière, surtout en défense. On a un petit peu parlé sur la défense, on a été plus agressif et on a eu plus de réussite au troisième et quatrième quart-temps. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait la différence et on a eu le match. كانت مباراة مليحة، بدينا كنا مسيطرين على الشوط البروميير كارتون et le deuxième. Malheureusement, troisième carton, on a perdu un petit peu le filon. Donc, on dit toujours on essaie de se donner à fond, malgré les problèmes qu'on a eus au début de saison. En même temps, comme vous avez vu, on a quelques filles qui sont blessées. Mais malgré ça, alhamdoulilah, on a essayé de donner le meilleur qu'on pouvait faire. Voilà, le meilleur qu'on pouvait faire, mais ça n'a pas suffi face à l'équipe du Saint-Desmarines. Je venais d'annoncer donc que la rencontre Wydad Boufalik GS Pétrolier chez les garçons allait se jouer ce mardi. Mise à jour, eh bien, je viens d'apprendre à travers mon collègue Tawfiq Derbel que la fédération a reporté ce match à une date ultérieure. Voilà pour la basketball. On revient à nos invités et surtout au secrétaire général donc, de la fédération algérienne de Vovinam Vietvoda, M. Braza Azdin. On a parlé au début de l'émission de ce premier tournoi international de la ville d'Alger de cette discipline qui a connu un franc succès. L'Algérie a déjà organisé une étape de Coupe du Monde et deux étapes de Coupe du Monde, s'il vous plaît, et puisque c'est tout simplement le vice-champion du monde, l'Algérie, oui, deux fois, en 2017 en Inde, donc on a terminé deuxième. Et là, quels sont les objectifs avec cette fédération? Les objectifs, le tournoi qu'on a fait, c'était un tournoi de préparation pour la Coupe d'Afrique qui va se dérouler le mois de décembre. Ce mois de décembre, on va partir au Maroc. C'est-à-dire que l'équipe nationale va partir au Maroc pour jouer le championnat d'Afrique. Voilà. C'est pour préparer également le championnat du monde 2019 au Congo. Voilà, exactement. Il y a tout un travail qui se fait. En même temps, la fédération elle est en train de développer la discipline à travers toutes les wilayas. Vous imaginez que ça fait 2 ans que la fédération elle a été créée. On avait 6 ligues. Maintenant, on a 14 ligues. Et d'ici 15 jours, on va créer 2 autres ligues pour vous dire que, c'est-à-dire fin 2018, Inch'Allah, on aura 16 ligues avec agrément. Il y a d'autres, c'est-à-dire que le Vovenam, il est implanté dans d'autres wilayas, c'est-à-dire qu'il y a des associations. Normalement, c'est 28. Voilà. Et le nombre d'athlètes, il y a 18 000 athlètes. 18 000 athlètes. 18 000 athlètes qui pratiquent le Vovenam au niveau. L'objectif, c'est d'atteindre les 50 000 en 2020. Exactement. Même en 2019, on va arriver à 28 ligues. Voilà. 28 ligues. 28 ligues. En 2019. Ce sont les objectifs de la fédération. De la fédération. Et pour le développement, il est très important parce que quand on fait le développement, automatiquement on aura un nombre important d'athlètes qui vont postuler pour l'équipe nationale. Eh bien. Les résultats. Même le tournoi international a été marqué par la présence des champions du monde, des Algériens. Bah oui.
Ah oui. C'est des jeunes qui s'intéressent au Vauvenab. Et généralement, quels sont les pôles de développement ici en Algérie? Les pôles de développement, bon, le premier pôle c'est Alger. Très bien, mais il y a des clubs, il y a des régions. Il y a des régions. C'est Kelitous, Bourouba, Kelitous, Bourouba, Barraqi, Bentalha. Et maintenant, il y a El Benian, par exemple. Très bien. Voilà, il y a El Benian. Et en dehors de l'Algérois, il y a l'équipe de Freha qui a laissé. Il y a l'équipe de Freha, exactement. Il y a l'équipe de Freha, il y a Medea qui s'intéresse à cette discipline. Il y a Saïda. Il y a actuellement Tlemcen. Très bien. Voilà. L'équipe de Tlemcen qui était également présente. On revient à M. Boudina pour... ça nous a laissé un petit peu comme un goût d'inachevé, puisque surtout par rapport aux clubs qui revendiquent leurs droits auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a demandé une réunion, le ministre de la Jeunesse était absent pour un petit peu, il n'était pas présent, donc il y avait le directeur général des Sports, il y avait une réunion entre les clubs et le représentant du ministère, ainsi que le secrétaire général du ministère. Et pour le moment, d'après les dernières nouvelles, les clubs veulent continuer veulent camper surtout sur leur position de boycotter le championnat. Vous dites qu'il faut reprendre le championnat. D'après vous, pourquoi ils réagissent de cette manière? Non, je pense d'abord il faut remettre le débat à sa place. D'abord, c'est quoi c'est-à-dire leurs droits. Le ministère, les autorités de quelque niveau, que ce soit au niveau central ou au niveau local, ne sont tenus en rien de financer des associations. Ça, c'est un principe. La seule chose pour laquelle les pouvoirs publics sont tenus de financer, c'est les équipes nationales, parce que c'est une question de souveraineté. Donc là, c'est un premier point. La deuxième des choses, la solution de boycott, c'est que je considère comme une manière de forcer la main, fera plus mal au volley qu'au ministère. C'est le volley qui en pâtira de cette situation. Moi, je pense que si la fédération était à la hauteur de ses responsabilités, elle aurait anticipé ce type de problème. De quelle manière? De quelle manière? Oui, elle aurait anticipé. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait plusieurs pistes. Il y a par exemple cette histoire de salaire, la surenchère des salaires. Écoutez, vous vivez sur les moyens des autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à quelque chose qui est normalement compris, normalement... C'est pas parce que vous voulez faire... Je m'excuse, je vais peut-être être un peu à contre-courant de tout ce qui se dit. Mais à mon sens, à mon avis, et ce que je crois, c'est que quand on vient faire du sport, c'est pas on le fait pour les autres, on le fait pour soi-même. Maintenant, il est vrai qu'il y a une situation aujourd'hui et que les pouvoirs publics doivent gérer. Et d'après ce que j'ai eu comme information, le directeur général, le ministère, vont traiter au cas par cas. Parce que là où il faut intervenir dans la prise en charge de transport, il faut le faire, là où il faut des apports financiers, mais les gens ne sont pas tous égaux devant la situation financière et économique de chacune des régions. Donc il faut, en attendant qu'il y ait des solutions structurelles, il y a des solutions conjoncturelles, mais je vous dis, le problème se posera parce que c'est un problème qui s'est posé en 2012 pour nous et il s'est posé auparavant chaque fois qu'il y avait une situation. Donc il faut aller vers une solution définitive, des solutions. J'en ai donné quelques pistes. Et ce n'est pas le ministère qui doit la donner. Non, le ministère est l'animateur principal. Il est tout à fait normal. Mais le ministère doit inscrire son action dans le cadre d'une activité, dans le cadre de l'action gouvernementale. Le ministère peut agir sur les fonds de wilaya, par exemple, en recadrant les modalités de financement. La fédération doit redimensionner son championnat. La fédération ne devrait pas faire de remplissage, par exemple, des clubs pour des conditions
considération électoraliste. Les clubs doivent pouvoir s'organiser entre eux pour essayer de trouver au moins un minimum, même si l'histoire de plafonner les salaires n'est pas possible, parce qu'il faut les appeler comme ça, salaire, indemnité, mais il faut les appeler comme ça. Il doit y avoir un système d'entente. Donc il y a plusieurs, et puis il y a le travail que doivent faire les clubs sur eux-mêmes. Est-ce que on a, les clubs, la fédération, est-ce qu'elles ont toutes exploré toutes les possibilités qui sont faites? Non, M. Henny tout à l'heure avait dit qu'une chaîne de télévision retransmettait des matchs de handball sans qu'elle ne mette un sou. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle fait, la fédération? La fédération de football, par exemple... En somme, c'est le rôle des fédérations. Oui, mais il n'y a pas que ça. On avait vu des matchs avec zéro annonce. Monsieur Boudina, je remercie. Donc, en un mot, vous conseillez les clubs de reprendre la compétition? Non, moi je ne conseille rien. Moi je dis de toutes les façons, la solution de boycott, c'est la solution la plus facile. Très bien. Parce qu'on n'aura pas trouvé de solution. On aura compris. Merci Monsieur Boudina d'avoir été parmi nous. Le débat a été passionnant. Merci Monsieur Braza et bonne chance dans votre discipline respective. Nordinani, on se retrouve lundi prochain pour parler, pas des mêmes choses j'espère, on parlera de résultats et on fera peut-être les portraits des joueurs qui font le bonheur de leur club respectif. Merci. Ça fait un plaisir d'écouter. C'est un réel plaisir. Monsieur Boudina, ils seront très nombreux. Ça fait un moment que je suis... Merci Monsieur Boudina. Allez, à lundi prochain, merci à Wafal Rouati, merci à Fodil Nordin et toute l'équipe du studio numéro 7. N'oubliez pas, ce soir à partir de 10h, rediffusion de l'émission.